Monsieur. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la violence physique ou sexuelle est un problème de santé publique qui touche plus d'un tiers des femmes dans le monde. À suivre un dossier dans ce journal. Pour offrir des meilleures couvertures du réseau, l'on assiste depuis un certain temps à la multiplication des antennes relais de téléphonie mobile dans plusieurs quartiers de la capitale. À suivre également les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la violence physique et sexuelle est un problème de santé publique qui touche plus d'un tiers des femmes dans le monde. Ce phénomène est en passe de devenir un véritable problème de santé publique. Au Niger, où en est-on dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Élément de réponse dans quelques instants dans cet élément que vous allez suivre. Cela dit, l'on assiste depuis un certain temps à la multiplication des antennes relais de téléphonie mobile dans plusieurs quartiers de la capitale. Les opérateurs de téléphonie mobile, pour offrir des meilleures couvertures du réseau, implantent ces antennes relais. Ces antennes relais présentent-elles un risque pour la santé? Ces antennes peuvent-elles être implantées un peu partout? Élément de réponse dans ce commentaire signé Mariam Soumana. Qui décide de l'emplacement d'une nouvelle antenne relais et sur la base de quels critères? Existe-t-il des périmètres de sécurité autour des antennes relais? Ces antennes relais présentent-elles des risques pour la santé? Faut-il éloigner les antennes relais des lieux dits sensibles comme les écoles, les cliniques médicales? Que prévoit la réglementation? Voilà autant de questions qui nous ont poussé à nous intéresser à ces antennes relais de téléphonie mobile qui poussent comme des champignons sur l'ensemble du territoire, aussi bien en zone urbaine que rurale. À Niamey, ces antennes sont plantées dans presque chaque quartier, le plus souvent à proximité des habitations. Quel rôle joue le maire dans un projet d'installation d'antennes relais? Face à toutes ces questions, nous sommes restés sans réponse. Mais voilà, l'installation des antennes relais est un sujet particulièrement discuté. Le 19 juin 2013, un journal Natural News a révélé que l'exposition aux émissions des antennes relais de téléphonie mobile pouvait être responsable de plus de 7000 décès liés au cancer d'après les résultats d'une étude brésilienne. L'étude a établi un lien direct entre les antennes relais et les décès par cancer dans la ville de Belo Horizonte, la troisième plus grande ville du Brésil. Plus de 80% de ceux qui sont décédés suite à certains types de cancers habitaient à moins de 500 mètres d'une antenne relais. Ces cancers étaient du type de la prostate, des seins, des poumons, des reins, du foie. Voyez par vous-même, on n'a pas besoin d'être un polytechnicien ou académicien pour avoir un esprit logique. Alors, question, pourquoi le service sanitaire ou pourquoi pas les chercheurs nigériens n'ont réalisé aucune étude similaire? Une antenne relais en fonction de ses caractéristiques n'est pas capable de transmettre simultanément un certain nombre de communications et un certain volume de données. Pour répondre aux besoins croissants, notamment l'Internet mobile avec des débits sans cesse plus importants, les opérateurs multiplient les antennes relais. Ces opérateurs, pour réduire les risques, ne peuvent-ils pas partager les mêmes emplacements ou les mêmes antennes? Toute implantation d'une antenne relais est soumise à un processus réglementaire qui s'appuie à la fois sur le code des postes et télécommunications ainsi que le plan de l'urbanisme. Il incombe donc aux autorités compétentes, particulièrement l'autorité de régulation multisectorielle, d'éclairer notre lanterne et de prendre des dispositions pour que la santé des populations soit prise en compte et surtout que les différents opérateurs de téléphonie mobile respectent le seuil égal recommandé par l'OMS. Et puis ce communiqué qui vient de nous parvenir, communiqué de l'Union des scolaires nigériens USN,
Considérant l'acte numéro 27 de la conférence nationale souveraine portant connaissance juridique de l'USN, considérant le statut et règlement de l'USN, considérant la rentrée qui tarde jusque-là au niveau des lycées et collèges, faute de tables bancs, des salles de cours et des fournitures scolaires, considérant la légèreté par laquelle sont gérées les revendications de l'USN, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens en guise d'avertissement lance un mot d'ordre national de suspension de toutes les activités académiques pour une durée de 48 heures à compter de ce mardi. Le comité directeur attire l'attention des autorités, des mesures qui peuvent être prises à l'épuisement du présent mot d'ordre. Toutes les sections sont tenues à l'exécution effective du présent ordre. Comme prévu, je l'annonçais, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS, la violence physique ou sexuelle est un problème de santé publique qui touche plus d'un tiers des femmes dans le monde. Ce phénomène est en passe de devenir un véritable problème de santé publique au Niger. Où en est-on dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Élément de réponse dans ce dossier signé Aïssa Ibrahim. Viol, mutilation sexuelle féminine, violence conjugale, prostitution, harcèlement sexuel, mariage forcé, mariage précoce, crime dit d'honneur, etc. Ces violences, loin d'être des faits isolés, sont souvent vécues par les femmes. L'expression violence faite aux femmes se réfère à la violence envers une femme de la part d'un conjoint, d'un partenaire ou d'un ami ou même d'un collègue de travail. L'expression violence faite aux femmes se réfère à la violence envers une femme de la part d'un conjoint, d'un partenaire, d'un ami ou même d'un collègue de travail. Il ressort clairement dans tous les rapports que les femmes sont souvent les victimes de la violence et que les hommes en sont le plus souvent les auteurs. Au Niger, comme partout ailleurs dans le monde, on enregistre plusieurs formes de violence, dont entre autres la violence physique, qui est une manifestation de la force brutale, la violence verbale, il s'agit des injures, des humiliations, la violence sexuelle, dont entre autres le harcèlement sexuel, le viol, les agressions sexuelles, la violence économique, il s'agit de la privation de biens matériels, la violence psychologique et la violence politique. Une autre forme de violence qui prend de plus en plus de l'ampleur, il s'agit du mariage précoce ou forcé. En parlant de violence faite aux femmes, on reconnaît que la violence vécue par les femmes trouve ses racines dans l'inégalité socio-économique et politique entre les hommes et les femmes. Selon un nouveau rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la violence physique ou sexuelle est un problème de santé publique qui touche plus d'un tiers des femmes dans le monde. L'OMS déclare que ce problème mondial est devenu un problème de santé publique épidémique. D'après toujours l'OMS, 45,6% des femmes d'Afrique, 36,1% des femmes d'Amérique, 40,2% des femmes d'Asie du Sud-Est, 27,2% des femmes d'Europe et 32,7% des femmes des pays à revenus élevés sont touchées par les violences physiques et sexuelles de leur partenaire ou d'une autre personne. Pour lutter contre ces violences au Niger, l'ONG SOS Femmes et Enfants, victimes de violences familiales, accompagne les femmes nigériennes sur l'ensemble du territoire national. Créée depuis le 19 novembre 1998, SOS Femmes et Enfants, victimes de violences familiales, organise des séances de sensibilisation et apporte toute son expertise pour lutter contre ce problème. Au niveau de l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales, nous assurons la prise en charge holistique des femmes et des enfants victimes de violences. À travers cette prise en charge holistique, nous accompagnons les femmes, nous assurons du moins aux femmes
la prise en charge sanitaire, la prise en charge psychologique, la prise en charge économique à travers l'attribution de fonds aux femmes pour exercer des activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent vraiment subvenir aux besoins de leur famille. Les enjeux de la lutte contre les violences à l'encontre des femmes sont donc énormes. Seulement, beaucoup reste à faire au Niger afin de changer les mentalités sur cette question. D'ailleurs, à l'heure où nous faisons notre interview, une famille arrive à l'ONG Devinez. Une autre femme de plus, victime de violence, une jeune fille âgée de 17 ans seulement, est victime de séquestration. Je suis là parce que ma fille a été enlevée par un alhaj et un étranger durant un mois. Ils l'ont enceintée et ils ont voulu même l'égorger à plusieurs reprises, mais ils n'y sont pas parvenus grâce à Dieu. C'est l'alhaj lui-même qui m'a appelé une nuit pour me dire de venir chercher ma fille. Grand défenseur de la cause féminine et très engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes, Mme Mariam Moussa, assistante sociale de formation, agit plus que jamais pour mettre ces femmes violentées dans leurs droits. Notre ONG, comme je l'ai dit tout à l'heure, assure la prise en charge holistique des femmes victimes de violences. Quand une femme victime de violence se présente ici au niveau de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, elle est d'abord accueillie, écoutée, et si c'est un problème qu'on peut régler à travers la médiation, l'ONG le fait. Si toutefois c'est une affaire qui dépasse notre compétence, elle est orientée d'abord au niveau du service de protection des femmes et des mineurs, un service avec lequel nous travaillons en parfaite symbiose. Et le service là, vraiment, est un service qui nous a beaucoup aidé à mettre la main sur beaucoup d'auteurs d'actes de violence. La violence faite aux femmes peut affecter leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, sexuel et financier. Les impacts sont différents pour chaque femme. Il existe aussi plusieurs violences, celles physiques, psychologiques, spirituelles et sexuelles. Ces violences sont le fruit de nombreux facteurs complexes à multiples facettes qui incluent les stéréotypes sur les rôles masculins et féminins, la socialisation des filles et des garçons et la violence dans les médias. Consolider les principes de démocratie et de bonne gouvernance, de paix et de sécurité, c'est l'essentiel du contenu du communiqué final du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a pris fin vendredi dernier à Dakar, au Sénégal. Selon le communiqué rendu public à l'issue du sommet, des chefs d'État présents au sommet ont souligné que la construction du marché régional nécessite le renforcement de la paix et de la sécurité, gage de la stabilité et de développement en Afrique de l'Ouest. D'autres précisions avec Rachida Altini. Durant 2 jours, Dakar est devenue la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État de la région s'y sont donné rendez-vous les 24 et 25 octobre dernier pour le sommet des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, zone franc, et celui de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui compte 7 pays supplémentaires. Ce sommet a été convoqué pour des questions d'intégration économique. Les chefs d'État ont par ailleurs examiné les crises régionales comme celle du Mali, où un attentat a visé mercredi dernier la MINUSMA à Tessalit, et celle de Guinée, où l'opposition demande l'annulation des dernières législatives. À l'issue du sommet, les chefs d'État des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont signé un acte additionnel instituant une politique commune dans le domaine de la paix et de la sécurité. Selon le communiqué final du sommet, les chefs d'État ont instruit les organes et institutions communautaires de poursuivre les efforts en vue de l'opérationnalisation du chantier paix et sécurité pour assurer la quiétude des populations de l'Union. Tous présents à cette rencontre, les chefs d'État de l'Union ont réaffirmé leur détermination à assurer la paix et la sécurité dans la sous-région. Nous avons tous compris qu'il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. C'est important que la question de la paix, de la stabilité et de la sécurité soit au cœur de nos préoccupations, a dit en marge de la réunion le président sénégalais Macky Sall
coordonnateur du volet paix et sécurité de l'UEMOA. Il a affirmé que des efforts sont particulièrement fournis dans ce domaine, au nord du Mali, où persiste encore l'instabilité, malgré la reprise en main de l'intégralité du territoire par le gouvernement malien, avec l'aide des armées de la sous-région et de la France. Les chefs d'État présents à ce sommet exhortent les Nations Unies, la communauté internationale et les pays contributeurs de troupes à prendre des dispositions urgentes pour renforcer la MINUSMA, la mission onusienne de stabilisation au Mali. Lors d'une interview accordée à l'agence africaine de télévision privée, ATN, le président Issoufou Mahamadou a évoqué la nécessité de mutualiser les moyens pour une meilleure sécurité de la sous-région afin de créer les conditions d'une meilleure sécurité des pays de l'UEMOA et de manière générale une sécurité dans la zone sahélo-saharienne, menacée aujourd'hui par les trafics de drogue, d'armes et surtout par le terrorisme. Parlant de la paix et de la sécurité, le président Issoufou Mahamadou a condamné les actes terroristes dans le nord du Mali ayant visé la semaine dernière des positions de l'armée tchadienne de la MINUSMA à Tessalit vers l'extrême nord-est, faisant au moins 3 morts, dont 2 soldats tchadiens, un civil malien et plusieurs blessés, en plus de 4 kamikazes tués. Ce qui s'est passé à Tessalit montre que c'est vrai. Militairement, les terroristes ont été vaincus, mais ils conservent encore des capacités de nuisance, a estimé le président Issoufou. Donc le combat pour la sécurisation de nos pays n'est pas terminé, c'est un combat de longue haleine, a-t-il ajouté. Sur le plan économique, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo ont salué les propositions formulées en vue d'accroître significativement le niveau des ressources mobilisées aux fins de financement des investissements dans l'Union. Le sommet a également recommandé la prise en compte des besoins importants de financement des infrastructures. S'agissant de l'état du processus d'intégration de l'Union, la conférence s'est penchée sur les questions d'intérêt commun à l'UEMOA et à la CEDEAO, notamment la coordination des actions relatives aux tarifs extérieurs communs et aux prélèvements communautaires. Le document a aussi demandé aux organes et institutions de l'Union de préserver le niveau du plafond de l'endettement, tout en veillant à la qualité et à la soutenabilité de la dette. Les chefs de l'État ont aussi réaffirmé leur volonté de renforcer les performances économiques de l'Union dans une vision d'émergence des économies de la sous-région à l'horizon 2020. Ils ont par ailleurs adopté un acte additionnel portant sur la création de l'Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile et un acte additionnel portant sur l'institution de la politique commune de développement culturel au sein de l'UEMOA. L'Union envisage aussi d'avoir une politique foncière commune. Le communiqué indique que des actions sont en cours au sein de la commission de l'UEMOA en vue de l'adoption d'une politique foncière au plan communautaire. Les chefs d'État de l'Union ont demandé aux organes et institutions communautaires d'accélérer la réflexion au sujet aussi bien du foncier rural qu'urbain. Créé en janvier 1994 à Dakar, au Sénégal, l'UEMOA regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Il s'agit des pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont en commun le franc CFA. Les chefs d'État et de gouvernement ont en outre adopté un acte additionnel instituant une revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'espace UEMOA, dans l'optique de donner une impulsion significative à la sécurité de l'aviation civile d'une part et à la culture dans l'Union d'autre part. Ils ont adopté un acte additionnel portant création de l'Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile et un acte additionnel portant institution de la politique commune de développement culturel au sein de l'UEMOA. Revenons à Niamey cette fois-ci avec cette conférence de presse animée ce matin à son cabinet par le ministre du Plan Amadou Boubacar Cissé. Cette conférence de presse sur le prêt d'$1 milliard dont la signature a eu lieu le 30 septembre dernier entre Exim Bank de Chine et l'État du Niger qui a fait, vous le savez, l'objet de quiproquos lors de l'interpellation du ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Le prêt chinois au Niger, la fausse bombe de Hama, s'exclamait le journal Opinion. Un comportement irresponsable, fantaisiste et fallacieux du président de l'Assemblée nationale, martelait le ministre Amadou Boubacar Cissé à travers cette sortie médiatique pour apporter un certain nombre d'éléments informatifs par rapport à cette signature du prêt entre Exim Bank de Chine et l'État du Niger.
Après avoir consenti plusieurs aides non remboursables, ce prêt de 500 milliards de francs CFA va servir de financement du projet, tel que le problème d'adduction d'eau potable à Zender, la ligne électrique, le réseau fibre optique, la centrale de Salkadamna, pour ne citer que cela. Pour ce qui concerne l'expression hypothèque du pétrole nigérien, il n'en est rien, affirme Amadou Boubacar Sissi. Lorsque vous hypothéquez un gisement ou vous hypothéquez une production, c'est différent de dire j'ai l'intention donc de vendre quelque chose à un moment donné et le produit de cette vente va me générer donc des ressources et ces ressources permettront, pas intégralement, permettront une partie de ces ressources, permettront de payer et de rembourser une certaine dette. Ceci n'a rien à voir avec une production de pétrole qu'on met en gage, comme cela a été dit, ce qui n'est pas le cas. Quelle est la conditionnalité de ce prêt remboursable sur une durée de 25 ans et de 8 ans de différé, et le premier décaissement de remboursement est prévu pour 2022. Alors vous voyez très bien que ceci n'a strictement rien à voir avec ce qui a été dit, que vous avez hypothéqué, qu'on a hypothéqué des ressources pétrolières, ce qui n'en est pas le cas, comme je viens de vous l'expliquer, et d'autant plus, il n'est pas question non plus d'avoir mis l'intégralité de ressources provenant du pétrole sur 3 années. Vous voyez très bien que le premier paiement, le premier semestrialité, n'est pas dû avant l'an 2022. Alors, comment est-ce que nous remboursons ce prêt? Eh bien, nous remboursons ce prêt à partir des ressources que nous allons avoir de la vente du pétrole nigérien en cours d'exploitation sur le permis d'Agadem en liaison avec la CNPCI. Le ministre Sissé a ensuite répondu aux questions de la presse qui tournaient autour de l'enveloppe, le paiement à long terme et d'autres questions portant sur la vie de la nation. Le PDS, on en parle tous les jours. Le PDS, c'est notre programme de développement. C'est le programme unique du gouvernement, en fait, aujourd'hui. Et c'est sur ce programme que l'ensemble du gouvernement travaille. Et vous le savez, nous avons déjà élaboré le programme, le rapport de 2012 pour l'exécution du PDS pour 2012. Nous sommes en train, bien sûr, à partir de ce rapport, d'identifier où sont les points forts, où sont les points faibles qu'il faut corriger pour aller de l'avant. Le barrage de Kandaji, effectivement, nous avons été obligés donc de mettre fin au contrat avec les Russes pour des manquements graves, des manquements qui ont été constatés par un rapport d'audit et qui a démontré que cette entreprise a reçu plus d'argent qu'elle n'aurait dû recevoir et qu'elle doit rembourser 10 milliards de francs CFA, ce que le gouvernement s'attelle à lui faire rembourser. Mais au-delà de tout cela, notre préoccupation majeure, c'est de redémarrer d'abord ces travaux dans les meilleurs délais. Le ministre du Plan a ensuite rassuré l'opinion que ce dossier sera discuté et amendé au niveau de l'Assemblée nationale au moment opportun, le temps de bien consulter les partenaires extérieurs tels que la Banque mondiale, le FMI. C'est seulement après que l'exécutif apposera sa signature. Le ministre de la Santé publique, lui, a procédé officiellement ce matin à l'ouverture d'un atelier de validation de plan d'action annuel 2013 et de programmation 2014 des structures de niveau central du dit ministère. Un atelier de 6 jours qui regroupe plusieurs cadres du ministère de la Santé publique. Le compte-rendu est signé Alzouma Seyni Soumaïla et Boubacar Souley. L'évaluation des plans d'action annuels 2013 et la programmation 2014 des structures du niveau central du ministère de la Santé publique, c'est les 2 points inscrits à l'ordre du jour de cet atelier organisé par le ministère de la Santé publique et financé par le Fonds commun et le projet d'appui institutionnel. Une revue annuelle qui vise 6 objectifs principaux.
La présente rencontre, qui durera 6 jours, vise les objectifs suivants. Évaluer la mise en œuvre des recommandations de la revue conjointe de décembre 2012, identifier les points forts et les points faibles de la mise en œuvre des plans d'action annuels 2013, formuler les recommandations appropriées, apprécier les niveaux de mise en œuvre de la gratuité des soins, apprécier les niveaux de mise en œuvre de la chirurgie du district, apprécier les niveaux d'atteinte des indicateurs du guide suivi-évaluation du PDS 2011-2015, apprécier les plans d'action annuels des différentes structures sur la base des priorités 2014. La santé de l'ensemble des populations nigériennes reste et demeure le vœu le plus ardent de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de M. Birji Rafini, Premier ministre chef du gouvernement. La preuve est donnée à travers leur engagement sans faille dans le sens d'améliorer la qualité des soins par le recrutement de 1694 agents de santé, la dotation de formations sanitaires en matériel, médicaments et consommables médicaux. C'est pourquoi je vous engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les résultats 2014 puissent être les meilleurs. La réalisation de ces objectifs est également le souhait des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé publique qui veulent orienter leur soutien en fonction des conclusions de cet atelier. Donc c'est une activité vraiment extrêmement importante pour nous. Elle a été d'ailleurs soutenue à travers le Fonds commun santé des partenaires techniques et financiers et aussi par la coopération belge. Donc nous attendons les résultats pour prendre des décisions. Une évaluation sans complaisance et une programmation pertinente et réaliste pour l'année 2014 sont les attentes ultimes du ministère de la Santé publique vis-à-vis de cet atelier. Assainir et rendre vivable le cadre de vie des populations de Niamey, c'est l'objectif d'une opération de salubrité qui a été initiée ce matin par le 1er et 2e arrondissement de Niamey avec l'appui de la mairie centrale de Niamey. Le compte-rendu est signé Ali Sissé, Ibrahim et Ibrahim Ede. Si la santé a un coût, elle n'a pas de prix, a-t-on coutume de dire. C'est pour rendre notre cadre de vie et notre environnement sain que les autorités communales ont initié cette opération de salubrité dans le 1er et 2e arrondissement. La première cible de la brigade hygiène et assainissement, le dépotoir d'ordures se trouvant derrière le stade général Séné-Kounché. Une opération qui vise à faire de Niamey une ville propre, débarrassée d'immondices. Un grand défi pour le chef du service hygiène et assainissement. C'est notre programme d'habitude que nous sommes en train d'exécuter. C'est-à-dire qu'ici, là, c'est un dépotoir que nous enlevons pratiquement 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, nos collègues du 1er arrondissement et du 3e arrondissement ont supprimé temporairement certains dépotoirs. Ce qui fait que toutes les charrettes qui sont au niveau du 1er arrondissement et du 3e arrondissement convergent vers ici pour déverser les ordures. Donc voilà la raison pour laquelle ce dépotoir-là est traité 3 fois par semaine. Deuxième cible de cette opération, un dépotoir d'ordures dans le 1er arrondissement. Ici, la simple volonté d'assainir ne suffit pas. La culture de l'assainissement, de l'hygiène et du respect de l'environnement n'existe pas. Grâce à la détermination de ces agents chevronnés dévoués à la cause, cet espace sera propre et métamorphosé. Nous sommes au niveau de la 3e latérite, tout juste à côté de la station Oriva. À chaque fois, nous faisons l'enlèvement des ordures ménagères au niveau des arrondissements. Comme nous travaillons en synergie avec les 5 arrondissements, raison pour laquelle chaque semaine, c'est programmé l'enlèvement des ordures ménagères au niveau de ces 5 arrondissements. Par exemple, au niveau du 1er arrondissement, nous recevons des fois jusqu'à 2 brigades. Vous avez constaté vous-même, c'est avec une chargeuse et plusieurs bennes qui font l'enlèvement des ordures ménagères. Le programme Niamey Niala est en marche. Assainir une grande ville comme Niamey est une tâche louable. Pour accompagner ces opérations d'assainissement, la mairie centrale de Niamey met à la disposition des communes ses camions
et ses chargeuses pour débarrasser Niamey d'état d'immondice. Amy, un mot de sport pour boucler ce journal avec la communauté burkinabé au Niger qui a procédé hier après-midi à la finale de la deuxième édition du tournoi inter-burkinabé de football. Cette finale a opposé l'équipe AS Nyanya et l'AS Coupé Deli. Un tournoi qui s'inscrit donc dans le cadre du renforcement de la cohésion entre Burkinabé. Le compte-rendu est signé Damana Ablaye et Soumela Dandi. Raffermir les liens de fraternité, mieux rapprocher les Burkinabés vivant au Niger, mais au-delà, procéder à une présélection des joueurs de football. C'est entre autres le fer de lance de ce tournoi de football organisé par les jeunes de l'association des Burkinabés vivant au Niger. Un tournoi hautement salué par les anciens de la dite association. Nous, les anciens, nous sommes venus les supporter, les soutenir et les encourager. Ça prouve qu'ils sont ensemble, il y a l'ambiance entre eux et que tout va bien. En tant qu'ancien, pour moi c'est un honneur de voir nos jeunes ensemble. Ils sont en train de travailler ensemble, ils sont en train d'organiser des choses ensemble et ça nous fait grandir. Permettez-moi d'abord de profiter de votre antenne à remercier l'État nigérien qui nous a acceptés dans les territoires. Vraiment, nous sommes très reconnaissants. Le but de ce tournoi, c'est pour d'abord, nous les Burkinabés, de se faire connaître entre nous-mêmes d'abord. Et en plus, c'est pour faire une présélection. On était 5. Et ça, nous sommes maintenant en finale. Il y a eu AFC Diabo, AFC Nyanya, AFC Tibiga, AFC Fada. Nous avons l'habitude de participer des tournois TGV ici sur ce terrain même. Une fois, on arrivait même en 3e. On a vu que l'équipe est faible. Donc maintenant, on s'est organisé. C'est pour faire une bonne sélection, une bonne fois pour tous. Pour le président de l'association, cette action s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion de la communauté burkinabé autour d'un idéal qu'est le football. La jeunesse burkinabé est vraiment très vive. Quand ils ont eu l'idée d'organiser ce tournoi communautaire, nous on n'a fait qu'apprécier et les encourager. Au passage, vous voyez la présence du consul général du Burkina Faso du Niger qui vient d'arriver. Malgré son calendrier trop chargé, elle a tenu à venir encourager les jeunes, avec son vice aussi. Et presque tous les responsables de la communauté burkinabé sont là pour encourager ces jeunes. On trouve que c'est quelque chose de nécessaire parce qu'à travers leur organisation, c'est la cohésion, les retrouvailles et que ça, on voit que c'est la relève de demain. Ce n'est pas uniquement que le football. Nous avons des troupes culturelles, nous avons des troupes qui font le théâtre, on est sur le point de mettre aussi une troupe cycliste. Il y en a déjà, mais on va le mettre en place. Et il y a beaucoup, on est un peu partout dans tous les domaines. Après le sacre de l'AS Koupiendeli en 2010, voilà en 2013 FC Diabo qui remporte cette finale sur le score de 2-0. Cette deuxième édition du tournoi inter-burkinabé est à mettre à l'actif de la jeunesse de l'association des Burkinabés vivant au Niger. Voilà, messieurs, dames, c'est donc sur ces images des jeunes burkinabés à la pratique footballistique que s'achève cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.